Alors bonjour, je me présente, Maître Tamara Davis, chef de la direction de la Fondation. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle webconférence. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur votre présence au fil des mois pour nos événements en ligne. Comme vous le savez, les profits de nos activités servent à soutenir nos actions. Votre présence aujourd'hui nous permet de mener des actions concrètes pour l'avancement du droit. Par exemple, nous avons lancé la semaine dernière notre programme de bourse pour les étudiants de l'École du barreau. Ce soutien à la relève est possible uniquement grâce à vos dons. Nous souhaitons également remercier nos deux partenaires présentateurs de nos événements pour le soutien, le CAGE et la Corporation de services du barreau. Le CAGE est le courtier en information juridique du Québec. Il négocie pour ses membres l'accès à l'information juridique essentielle et ce, au meilleur coût. Les ressources juridiques québécoises et canadiennes sont ainsi à la portée des membres, où qu'ils soient et quelle que soit leur pratique. La Corporation de services du barreau du Québec offre aux membres du barreau des services de qualité et pertinents pour l'exercice de la profession. La Corpo vous accompagne notamment dans votre développement professionnel avec Jury Carrière, le portail d'emploi juridique, dans votre pratique en droit de la famille avec Jury Famille, dans vos besoins financiers avec les fonds de placement du barreau du Québec. Avant de débuter, je vous présente nos deux conférencières, toutes deux gouverneurs de la Fondation. Maître Lebrun a été admise au barreau du Québec en 1992. En 2009, elle a pris le relais au service de la prévention du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau du Québec après avoir exercé en pratique privée pendant plus de 16 ans en litige civil, plus particulièrement en responsabilité professionnelle, construction et immobilier. Elle a enseigné à l'École du barreau pendant 10 ans en preuve, procédure, obligation, priorité, hypothèque, responsabilité, représentation et rédaction. Elle a également été membre du Conseil de discipline du barreau du Québec et inspecteur pour le service d'inspection professionnelle avant de joindre les rangs du Fonds d'assurance. Pour sa part, Maître Guérin est avocate au service de prévention du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau du Québec. Elle est diplômée de l'Université de Montréal et a été admise au barreau du Québec en 2011. Maître Guérin détient également un diplôme d'études supérieures en management du HEC et est présentement candidate à la maîtrise en relations industrielles, profil avec mémoire. Avant de se joindre au Fonds d'assurance, elle a œuvré en pratique privée, particulièrement en litige civil, en assurance, ainsi qu'en responsabilité civile et professionnelle. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation. Sans plus tarder, je vous cède la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous tenons tout d'abord à remercier la Fondation du barreau de nous avoir invités à vous présenter cette formation aujourd'hui. Également, nous remercions tous les participants. Vous êtes présents en grand nombre, 270 qu'on nous a dit. Alors, on est très contents, tout en espérant que cette formation vous sera utile. Alors, cette formation sur l'impossibilité en fait d'agir comprend deux volets. Le premier volet dont je couvrirai comprend les notions de base et les répercussions sur la responsabilité professionnelle des avocats. Et le deuxième volet sera couvert par ma collègue Maître Guérin, qui vous entretiendra sur l'argument fondé sur la pandémie de la COVID-19. Tout d'abord, c'est important de préciser que cette notion d'impossibilité en fait d'agir ne s'applique pas à la prescription acquisitive. Alors, elle s'applique uniquement en matière de prescription extinctive. D'ailleurs, c'est là que les réclamations sont plus susceptibles d'être engendrées contre les avocats. Alors, nous nous limiterons à la prescription extinctive en référant à quelques articles seulement, plus précisément les articles 84, 173, 177 et 347 du Code de procédure et les articles 2904 et 2921 du Code civil. L'impossibilité en fait d'agir qui est prévue à ces articles est souvent due à l'erreur administrative de l'avocat d'une partie, par conséquent, comme je mentionnais, susceptible d'engendrer des réclamations contre les avocats pour manquement au délai de rigueur. L'impossibilité en fait d'agir, c'est l'un des seuls moyens d'allonger les délais de rigueur prévus dans les règles de procédure. Alors retenez, et c'est ce que vous devez retenir aujourd'hui, si vous laissez passer un délai de rigueur malencontreusement, ça vous échappe. Dans tous les cas où il s'agit d'un délai de rigueur, vous devrez, dans votre demande pour être relevé du défaut, alléguer cette impossibilité en fait d'agir
et la mettre en preuve. Alors, c'est ce qu'on abordera, c'est ce qu'on verra un peu plus loin lorsqu'on abordera l'article 177 du Code de procédure. Voyons brièvement l'article 29-21 du Code civil qui définit la prescription extinctive comme étant un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action. Alors, la prescription extinctive permet de sanctionner la négligence du titulaire d'un droit si celui-ci, par exemple, a été inactif ou négligent et ne s'est pas occupé de son dossier. Il peut y avoir des situations où la prescription est suspendue. Alors, la suspension de la prescription est un cas d'exception. D'ailleurs, l'impossibilité en fait d'agir, c'est la principale cause de suspension de la prescription. Alors, la suspension de la prescription, c'est une dérogation ou une exception à la prescription applicable. Alors, c'est une mesure qui vise à empêcher que la prescription s'applique quand on ne peut pas interrompre la prescription. Alors, il s'agit de l'impossibilité en fait d'agir et cette impossibilité doit résulter d'une situation incontrôlable comme une incapacité physique ou psychologique d'agir. Voyons la définition de la suspension. Alors, la suspension de la prescription va se produire lorsque, durant le délai fixé pour prescrire, survient un événement qui arrête de façon tout simplement temporaire le cours de la prescription. Alors, selon le Code civil, c'est principalement l'article 2904 qui prévoit que la prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir, soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres. Alors, les mots le disent, hein? Une impossibilité en fait d'agir, donc factuelle, qui va devoir être alléguée et mise en preuve en cas de défaut de respecter un délai de rigueur. Alors, la prescription ne peut courir contre celui qui ne peut faire valoir son droit, soit par lui-même, soit en se faisant représenter. On ne saurait priver d'un recours ou d'un droit une personne qui est dans l'impossibilité factuelle de l'exercer. Voyons quelques exemples où la prescription est suspendue. Lorsque la victime ne peut identifier le responsable du préjudice ou encore lorsqu'en raison de son inconscience ou d'un état psychologique, elle ne peut ni connaître ni exercer son droit. En raison de son inconscience, par exemple, alors ça peut être une personne qui a subi un accident d'automobile, se retrouve hospitalisée dans un coma profond. En raison de son inconscience, elle ne peut ni connaître ni exercer son droit. En raison d'un état psychologique, alors gardons à l'esprit le nouvel article 2926.1 du Code civil qui est venu modifier le droit antérieur en ce que l'agression sexuelle, par exemple, ou l'inceste est maintenant imprescriptible, alors qu'avant, il pouvait s'agir d'une impossibilité en fait d'agir en raison d'un état psychologique. Qu'est-ce qui pourrait maintenant constituer une impossibilité d'agir en raison d'un état psychologique? Rappelez-vous, à la suite d'un arrêt de la Cour suprême fort connue, l'affaire Gauthier contre Ville de Lac-Brome, où à la suite de ce jugement s'est développée la notion d'impossibilité psychologique d'agir en droit québécois. Alors, dans cette affaire, il s'agissait d'un homme qui avait été victime de brutalité policière et il s'était vu excusé de son défaut de respecter le délai de prescription. La majorité de la Cour suprême a jugé que la victime était dans l'impossibilité psychologique d'agir. Autre exemple où la prescription est suspendue, lorsque la victime ignore les faits juridiques donnant ouverture à son droit d'action. Alors, combien de fois on entend ça, nous, au fonds d'assurance? Mon avocat ne me l'a pas dit. Hein? Mon avocat ne m'a pas dit que j'avais un recours. Alors que l'avocat l'a dit, mais il ne l'a pas écrit. Petite subtilité, hein? Très importante. En contrepartie, la seule ignorance de l'étendue exacte d'un dommage qui peut être réclamé, ce n'est pas une cause de suspension valable. Alors, vous ne connaissez pas l'ampleur des dommages qui peuvent être réclamés, vous introduisez votre recours, quitte à l'amender par la suite.
ni la négligence d'un avocat, ce n'est pas une cause de suspension valable, la négligence d'un avocat d'inscrire une demande en justice sans autre allégation concernant son impossibilité d'agir. Il ne faut pas confondre l'impossibilité en fait d'agir et la simple ignorance du droit qui, elle, ne constitue pas une raison valable de suspension. L'impossibilité en fait d'agir, c'est une question qui est laissée à l'appréciation des tribunaux. On y reviendra un peu plus loin. Les cas de suspension de la prescription pour impossibilité d'agir doivent demeurer des exceptions à la règle voulant que la prescription court contre toutes les personnes. Par exemple, en voilà un exemple de cas où il ne s'agissait pas d'une impossibilité en fait d'agir, une décision du 9 juin 2017 dans laquelle la Cour suprême a rendu un jugement dans une affaire de réclamation professionnelle d'avocat. Alors, c'est l'affaire Guindon. Dans cette affaire, les parties concédaient qu'un délai de prescription de 3 ans s'appliquait en l'espèce, l'article 29-25, mais la Cour devait établir le point de départ de ce délai. La Cour suprême est venue préciser dans ça que le point de départ de la prescription n'est pas uniforme en matière de recouvrement d'honoraires professionnels d'avocat. Il dépend plutôt de la date à laquelle le droit d'action a pris naissance, date qui varie en fonction des circonstances propres à chaque cas, ce qu'il fallait donc s'en remettre à la règle générale énoncée à 2880 alinéa 2 du Code civil qui prévoit que le jour où le droit d'action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive pour déterminer, selon les circonstances propres à chaque cas, le moment où le droit d'action a pris naissance, c'est-à-dire le moment où les honoraires deviennent exigibles. Par exemple, dans une convention d'honoraires, en précisant que toute facturation est payable dans les 30 jours, ce terme suspensif reporte l'exigibilité du paiement, par conséquent reporte le point de départ du délai de prescription au 31e jour suivant l'envoi de chaque facture. Alors, dans cette hypothèse où votre convention prévoit que c'est payable dans les 30 jours, la convention d'honoraires fixe le moment auquel l'obligation de paiement devient exigible. La Cour suprême ajoutait dans cette affaire qu'il ne peut être question ici de la fin des travaux ou de la fin du mandat comme point de départ de la prescription, puisque cette notion de fin des travaux prévue au Code civil existe uniquement dans les contrats d'entreprise et non dans les contrats de service. Je vous cite un court extrait ici pertinent de cet arrêt. La détermination du point de départ de la prescription demeure plutôt une question factuelle dont la réponse varie selon les circonstances propres à chaque affaire et qui reste notamment tributaire de la convention intervenue entre les parties et des modalités des factures envoyées au client par l'avocat. La Cour ajoute que les obligations déontologiques de l'avocat qui l'empêchent généralement de poursuivre son client pendant qu'il agit encore pour lui ne suspendent pas la prescription jusqu'à la fin du contrat. L'avocat dont le client n'a pas encore payé un compte dû et exigible est certes placé dans une situation difficile, mais la Cour en vient à la conclusion que cette situation n'entraîne pas une impossibilité en fait d'agir qui suspend la prescription. Un choix s'impose plutôt à l'avocat, soit laisser courir la prescription en continuant de représenter son client malgré le défaut de paiement, soit réclamer ses honoraires devant les tribunaux en cessant d'agir pour le client. Alors, selon la Cour suprême, il ne s'agit pas d'une impossibilité en fait d'agir au sens de l'article 2904 du Code civil, qui est une disposition d'exception qui ne doit pas être élargie indûment. Voyons maintenant pour la prolongation des délais de rigueur. L'article 84 du Code de procédure énonce qu'un délai qualifié de rigueur ne pourra être prolongé que si le tribunal est convaincu que la partie concernée a été en fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt. Tout autre délai pourra, si le tribunal l'estime nécessaire, être prolongé ou en cas d'urgence, être abrégé.
Alors, la possibilité de faire prolonger un délai résulte de la nature des délais comme tels, hein? Par exemple, comme les délais déclarés par la loi comme étant de rigueur ou non. Les délais de rigueur, dans le cas de procédure, ne sont pas très nombreux. À titre d'exemple, prenons le délai de 6 mois de l'article 173 alinéa 1 du Code de procédure pour mettre un dossier en état et déposer la demande d'inscription pour instruction et jugement. Cela dit, le non-respect de ce délai de 6 mois de cet article entraîne la perte du droit d'agir pour le client, à moins qu'on puisse démontrer une impossibilité, en fait, d'agir plus tôt. Cette impossibilité, en fait, d'agir plus tôt se retrouve à 177 alinéa 2 du Code de procédure, où le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s'il est convaincu qu'il était en fait dans l'impossibilité d'agir dans le délai imparti. Alors, cette sanction, ainsi que la possibilité pour le tribunal de la lever, ne sont pas de droit nouveau, en ce qu'elle existait dans le droit antérieur, et le Code de procédure, depuis janvier 2016, a repris le droit antérieur sur ce point. Cependant, jusqu'en septembre 2017, la jurisprudence de la Cour d'appel était divisée quant à savoir si la négligence grossière d'un avocat pouvait constituer une impossibilité en fait d'agir. Alors, selon la jurisprudence majoritaire de la Cour d'appel à l'époque, ainsi que de la doctrine, jusqu'à l'affaire Islip contre McDonald, rendue par la Cour d'appel le 13 septembre 2017, la négligence grossière de l'avocat à l'époque ne pouvait constituer une impossibilité en fait d'agir. L'affaire Islip, qui est une décision de principe, a mis un terme à cette controverse en ce que l'erreur de l'avocat, tout comme la négligence, même grossière de l'avocat, peut maintenant constituer une impossibilité en fait d'agir pour la partie, mais dans la mesure où la partie elle-même aura agi avec diligence. La Cour était saisie dans Islip d'un pourvoi à l'encontre d'un jugement qui avait refusé de relever les appelants, M. Islip et son entreprise, de leur défaut d'inscrire le dossier pour instruction et jugement à l'intérieur du délai de rigueur de 6 mois. Alors, dans cette affaire, les demandeurs avaient tardé à présenter leur demande pour être relevés du défaut plus de 2 mois après avoir constaté le défaut. Alors, se basant sur la jurisprudence majoritaire de l'époque, le juge de première instance, juge Daniel Payette, en était venu à la conclusion que la demande pour être relevée du défaut devait être rejetée, entre autres pour le motif de négligence grossière de leurs avocats qui, à l'époque, ne constituait pas une impossibilité, en fait, d'agir. La Cour d'appel rejette l'appel, jugeant qu'il n'y a pas lieu d'intervenir, mais vient préciser les balises quant à l'impossibilité en fait d'agir de la partie demanderesse elle-même. Alors, permettez-moi de vous citer quelques extraits fort importants. S'agissant d'une question de fait, l'impossibilité d'agir dont parle l'article 177 doit s'apprécier eu égard à la partie demanderesse elle-même, puisque c'est elle qui aura à supporter les conséquences du défaut si la sanction n'est pas levée. Alors, les juges Biche, Vizina et Savard poursuivent en soulignant que cette impossibilité peut résulter de l'erreur, de l'incompétence ou de la négligence même grossière de son avocat, dans la mesure où la partie elle-même aura agi avec diligence. Si tel est le cas, le tribunal devrait, en principe, relever la partie de son défaut, tout en précisant par ailleurs qu'il ne s'agit pas là pour autant d'un automatisme. C'est en fonction des circonstances propres à chaque cas. Par conséquent, il sera possible pour la partie qui établit la négligence de son avocat de se dissocier des gestes de l'avocat si elle démontre elle-même, la partie, avoir agi avec diligence pour s'assurer du bon déroulement de l'instance jusqu'à la date à laquelle la demande d'inscription devait être déposée. Alors, c'est le fardeau de la partie et chaque espèce doit être jugée selon les circonstances qui lui sont propres. C'est pourquoi ça va être nécessaire une déclaration assermentée de la partie elle-même, donc de votre client, et non uniquement de vous-même si vous êtes le responsable immédiat du défaut d'avoir inscrit.
Alors, deux déclarations assermentées, votre client et vous-même, qui seront requises pour permettre au tribunal de statuer sur la levée de la sanction. Ce pourvoi de l'arrêt Islip a été entendu en même temps que ceux des affaires Syndicat de copropriété croissant du Louvre et l'affaire Villanueva. Alors, dans ces trois dossiers, il s'agissait d'une demande visant à être relevée du défaut d'inscrire dans le délai prescrit. Et ces trois dossiers ont fait l'objet d'arrêts concomitants par le même banc le même jour, soit le 13 septembre 2017. Mais c'est dans Islip que les balises sur cette notion d'impossibilité d'agir sont bien définies. Dans Islip, la Cour d'appel fait référence à Cité de Pontvio contre Gauthier, à l'affaire Zodiac, dont vous avez les références à la présentation. Autre extrait important un peu plus loin, au paragraphe 30 de la décision, cet enseignement vient préciser l'arrêt Zodiac en ce qu'il semble opportun de considérer les faits antérieurs au défaut aux fins de déterminer l'impossibilité d'agir de la partie elle-même dans le délai imparti, comme le précise l'article 177. Un demandeur ne peut valablement prétendre avoir été dans l'impossibilité d'agir si, de fait, il n'a pas été diligent pour s'assurer du respect de la procédure judiciaire. Une partie qui confie un mandat à un avocat est en droit de s'attendre à ce que celui-ci le fasse cheminer selon les règles de l'art. Elle doit toutefois assurer un suivi dans son dossier en répondant à l'avocat de façon diligente aux demandes de l'avocat et en collaborant avec lui dans le but de respecter les ordonnances du tribunal ou encore tout autre engagement qu'il peut prendre le cas échéant. Alors, sans exiger d'une partie qu'elle s'assure que son avocat pose tous les gestes requis, un certain suivi s'impose néanmoins, surtout lorsque le client est sans nouvelles de son avocat depuis un certain temps. Se référant toujours à l'arrêt Zodiac, la Cour ajoute les 4 principales considérations alors que le tribunal tiendra compte pour lever la sanction. Alors, rappelons-les par souci de commodité qu'il s'agit du préjudice qui découlerait de son refus de lever la sanction, du caractère apparemment sérieux de l'action, du temps écoulé depuis l'expiration du délai d'inscription et finalement du comportement de toutes les parties et de leurs avocats à l'égard du déroulement de l'instance. Alors, en résumé, l'erreur, tout comme la négligence même grossière de l'avocat, peut constituer une impossibilité en fait d'agir pour la partie. Retenez que c'est dans la mesure où la partie elle-même aura agi avec diligence. Par conséquent, une fois que la partie demanderesse a démontré son impossibilité en fait d'agir dans le délai, le tribunal va exercer son pouvoir discrétionnaire judiciairement en suivant les 4 principales considérations énoncées dans Zodiac, Cité de Pontvio et reprises dans Islip. Alors, il s'agit là, il faut retenir qu'il s'agit d'une impossibilité relative, c'est-à-dire que chaque affaire doit être tranchée selon les faits qui lui sont propres. Mais c'est bien beau d'alléguer cette notion d'impossibilité en fait d'agir si on laisse passer un délai de rigueur, mais comment en faire la preuve? Alors, retenez que dans la demande pour être relevée du défaut, votre demande devra être accompagnée d'une déclaration assermentée de votre client, déclaration détaillée, et finalement, s'il s'agit de votre erreur, de l'erreur de l'avocat, d'une déclaration assermentée de l'avocat également. Ces déclarations sous serment devront alléguer non seulement l'erreur de l'avocat, mais également les circonstances menant à cette erreur. Alors, expliquez en quoi ça constitue une impossibilité, en fait, d'agir. Il vous faudra en faire la preuve en alléguant dans la demande pour être relevée du défaut, l'absence de faute du client, la diligence manifeste et la bonne foi du client et de l'avocat en défaut, qu'il n'y a eu aucune négligence tout au long du dossier, tant de la part du client que de l'avocat. Il faudra alléguer l'omission simple. Alors, le fait, l'omission simple qui explique les faits ou les raisons menant à cette omission. Par exemple, s'il s'agit de l'erreur de l'avocat, ça pourrait ressembler à l'avocat sous-signé a, par inadvertance,
inscrit à son agenda la date du 6 novembre au lieu du 6 octobre. Il vous faudra finalement alléguer la preuve que le dossier n'est pas futile. Alors, votre demande pour être relevée du défaut doit donc alléguer des faits précis, aucune allégation vague en termes généraux. Vaut mieux être explicite et il pourrait être utile d'ajouter une allégation à l'effet que le protocole de l'instance a été suivi et respecté tout au long du dossier. Finalement, si malencontreusement ça vous arrive, vous devrez en informer votre client, mais attention, sans toutefois admettre votre responsabilité versus les faits. Il y a un article dans la police d'assurance du fonds qui vous empêche d'admettre votre responsabilité. Ça pourrait créer un préjudice pour l'assureur et l'assureur pourrait vous nier couverture à ce moment-là. Alors, lors de la rédaction de la demande, à titre d'exemple, nous vous suggérons d'utiliser des mots, par exemple, comme inadvertance, par inadvertance, et non les mots faute ou erreur qui, eux, pourraient plus facilement vous entraîner à admettre une responsabilité quelconque. Également, vous devrez dénoncer immédiatement la situation au fonds d'assurance pour ne pas perdre le bénéfice de la garantie le cas échéant et même au service des sinistres. Suite à votre dénonciation, un avocat pourra même examiner votre projet de demande pour être relevé du défaut pour s'assurer qu'elle ne comporte aucune lacune. Bien entendu, votre demande pour être relevée du défaut devra être notifiée très rapidement après la constatation de l'erreur et la présenter le plus rapidement possible. Alors, le tribunal évaluera également l'absence de préjudice pour la partie adverse, ainsi que l'existence d'un préjudice pour le demandeur. Par exemple, est-ce que son recours est prescrit s'il n'est pas relevé de son défaut? Alors, vu toutes ces mesures, il serait donc important de tenir votre client informé des développements et de ses droits tout au long de son dossier et également donnez-lui l'heure juste quant au délai d'inscription pour instruction et jugement. Lui expliquer l'importance de cette procédure ainsi que le délai afin que votre client soit en mesure d'agir si vous, pour une raison d'empêchement ou autre, vous ne le faites pas. Alors, ceci complète mes remarques sur l'inscription et l'impossibilité, en fait, d'agir. Finalement, alors, il y a également les délais de 30 jours et de 6 mois de l'article 347 du Code de procédure en matière de rétractation de jugement. Alors, depuis janvier 2016, le Code de procédure en matière de rétractation de jugement, le délai est de 30 jours et il ne peut l'être s'il s'est écoulé plus de 6 mois depuis le jugement et ces délais de 30 jours et de 6 mois sont de rigueur. À titre d'exemple, en matière familiale, par exemple, vous voulez demander l'annulation d'un consentement ou d'une clause d'une convention sur les mesures accessoires entérinées par jugement, mais qui vise des droits patrimoniaux. Alors là, on ne parle pas de garde, on ne parle pas de pension alimentaire, on parle de droits patrimoniaux, par exemple, comme les REER, les régimes de retraite ou des actions. Alors, on doit procéder par un recours assimilé à une rétractation de jugement prévue à l'article 347 du Code de procédure. Depuis une décision marquante de la Cour d'appel qui date de 2003, l'affaire P contre B, qui reprenait un jugement antérieur, droit de la famille 2258, qui sont deux décisions de principe sur ce sujet, lesquelles sont reprises par plusieurs décisions plus récentes. La jurisprudence est claire sur cette question en ce qu'elle confirme que les délais pour demander la nullité d'une convention ou d'une clause de convention sont de la nature du délai de la rétractation de jugement, quel que soit le véhicule procédural utilisé. Alors, l'intitulé de votre recours peut varier. Il peut s'agir d'une demande en rétractation de jugement, d'une demande en révision ou en annulation de mesures accessoires, mais ce recours qui vise des droits patrimoniaux, l'annulation de droits patrimoniaux, est assimilé à une demande en rétractation de jugement et doit surtout être entrepris dans les délais de la procédure de rétractation de jugement. Ce délai de 30 jours de rigueur peut toutefois être prorogé par le tribunal à la demande d'une partie, pourvu
qu'il ne se soit pas écoulé plus de 6 mois depuis le jugement. À ce moment-là, le tribunal peut relever des conséquences de son retard la partie qui démontre qu'elle a été en fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt. Alors attention de ne pas déposer cette demande au-delà du délai de grâce de 6 mois de l'alinéa 2 de l'article 347. En plus, il faut démontrer dans les allégations d'impossibilité en fait d'agir. Alors, la demande devra être accompagnée, la même chose que pour une demande pour être relevée du défaut d'avoir inscrit dans le délai. La demande en rétractation de jugement ou en annulation de mesures accessoires devra être accompagnée d'une déclaration assermentée du client et de l'avocat s'il s'agit de l'erreur de l'avocat. Il sera également important d'en aviser le fonds d'assurance et surtout de n'admettre aucune responsabilité versus les faits à l'égard de votre client. Bien entendu, ces demandes, vous ne les facturerez pas au client s'il s'agit de votre erreur. Ainsi, retenez que si l'on vous consulte à la suite de la signature d'une entente relativement à des biens patrimoniaux qui a déjà été entérinée par le tribunal, agissez sans délai, mais avant tout, vérifiez si vous êtes dans les délais prévus à la rétractation du jugement. Je dirais, retenez que le non-respect des délais de rigueur, surtout, entraîne la perte du droit d'agir pour le client, à moins qu'on puisse démontrer. Dans tous les cas où il y a un manquement à un délai de rigueur, il faudra démontrer cette impossibilité d'agir plus tôt, l'alléguer et la mettre en preuve. C'est là que la responsabilité de l'avocat peut entrer en jeu et si cette impossibilité en fait d'agir n'est pas mise en preuve, bien, sa responsabilité pourra être engagée à l'égard du client. Je vous dirais finalement, le non-respect des délais est une source importante de fautes en responsabilité professionnelle. À ce titre, les erreurs ne proviennent pas toujours d'une inscription erronée à l'agenda, mais souvent, ça peut provenir du comportement même de l'avocat ou d'une mauvaise organisation de bureau des fois. Alors, les dates de prescription sont cruciales. Si vous manquez un délai, votre client peut perdre des droits. Alors, soyez vigilants, vérifiez toujours le délai applicable et ne jamais présumer. Assurez-vous que vous avez vérifié les faits, que vous avez noté les dates de prescription ainsi que tout autre délai, mais pas seulement à l'échéance, mais quelques jours avant pour vous donner le temps d'agir. Alors, le non-respect des délais est parmi les reproches les plus fréquemment allégués dans les réclamations formulées contre les avocats au fonds d'assurance. C'est également celui qui est le plus facile à éviter si l'on fait les vérifications appropriées. Alors, nous vous remercions et je vais maintenant passer la parole à ma collègue Maître Guérin qui va vous entretenir de l'impossibilité en fait d'agir et ce qui en est de l'argument fondé sur la pandémie de la COVID-19. Alors, je vais partager mon écran à toi, Judith. Donc, merci beaucoup, Guylaine. Donc, avant toute chose, avant de traiter des décisions qui traitent ou qui parlent de l'argument de l'impossibilité en fait d'agir et de la COVID-19, je trouvais important de vous rappeler quelques dates pour vous resituer dans le contexte. Donc, la première date qui m'apparaît importante est celle du 13 mars 2020, lorsque le gouvernement du Québec déclare l'état d'urgence sanitaire par le décret 177-2020. Ensuite, il y a le 15 mars 2020, c'est là où il y a l'arrêté 2020-4251 de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice qui a entraîné la suspension des délais, notamment les délais de prescription extinctive, de déchéance en matière civile, ainsi que les délais de procédure civile, à l'exception des affaires jugées urgentes par les tribunaux. Enfin, il y a la date du 1er septembre 2020. C'est là où il y a l'arrêté 2020-4303 qui lève la suspension des délais dont je viens de traiter. J'aimerais que vous vous remémoriez le 15 mars dernier, lorsque l'arrêté 2020-4251 est entré en vigueur. Peu d'entre nous s'imaginaient que la suspension des délais durerait 5 mois et demi.
Également, nous ne nous imaginions pas que nos activités judiciaires seraient perturbées jusqu'à aujourd'hui et que nous serions en télétravail encore en 2021. Évidemment, la pandémie de la COVID-19 et la suspension des délais qui s'en est suivie a suscité de nombreuses questions, dont celle de savoir si la pandémie constitue une impossibilité en fait d'agir. Aujourd'hui, il y a quelques décisions qui traitent de la question. C'est ces décisions des tribunaux communs que nous verrons aujourd'hui. Et je trouve important également de vous mentionner qu'on ne traitera pas là, de dossier du fond. Ce n'est pas l'objet de la conférence aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, voyons l'affaire Haworth contre Lalonde, qui est l'affaire de principe en matière d'impossibilité en fait d'agir et de pandémie COVID-19. Donc, dans cette affaire, M. Haworth désire porter en appel un jugement qui est rendu le 28 novembre 2019 par la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale. La Cour supérieure a rejeté la demande d'habeas corpus assortie d'un certiorari auxiliaire de M. Haworth. Et M. Haworth contestait en fait son transfert d'une unité à sécurité minimale vers un secteur minimum d'une unité à niveau de sécurité multiple. Essentiellement, il prétend que ce transfert le prive de sa liberté résiduelle et qu'il est déraisonnable dans les circonstances où il lui a été imposé. M. Haworth présente aussi une demande en prorogation du délai d'appel. Il a déposé son avis d'appel le 27 décembre 2019, conformément à l'article 784 du Code criminel qui prévoit un délai de 30 jours pour ce faire. Par contre, le 24 avril 2020, la Cour d'appel dans l'affaire Snook contre procureur général du Canada précise qu'une demande d'habeas corpus découlant d'un transfert non sollicité est plutôt assujettie à l'article 361 du Code de procédure civile qui prévoit un délai de 10 jours et non à l'article 784.1 du Code criminel. Donc, vu ce qui précède, M. Haworth va déposer une demande en prorogation du délai d'appel le 28 juin 2020, conformément à l'article 363 du CPC. Pour qu'une telle demande soit accordée, il y a 3 critères qui doivent être respectés. Premièrement, il ne doit pas s'être écoulé plus de 6 mois depuis le jugement. Enfin, la partie doit démontrer son impossibilité en fait d'agir et qu'elle a des chances raisonnables de succès. Dans le cas qui nous occupe, rappelons que le jugement de première instance est rendu le 28 novembre 2019 et que la demande en prorogation du délai d'appel est déposée le 28 juin 2020. Il s'est donc écoulé plus de 6 mois depuis la date du jugement de première instance. Donc, la Cour doit décider si le délai de 6 mois a été suspendu par l'effet de l'arrêté 2020-42-51. Le cas échéant, elle doit également se prononcer à savoir si la pandémie constitue une impossibilité en fait d'agir. Relativement au premier critère, la Cour d'appel vient dire que le délai de 6 mois a bel et bien été suspendu par l'effet de l'arrêté 2020-42-51 et que ce délai a recommencé à courir à compter du 1er septembre 2020 par l'effet de l'arrêté 2020-43-03. Par contre, la Cour précise que la suspension de délai n'exempte pas la partie qui veut faire appel de démontrer qu'elle satisfait aux 2 autres critères cumulatifs, soit l'impossibilité en fait d'agir plus tôt et les chances raisonnables de succès. La Cour d'appel n'exclut pas que l'état d'urgence sanitaire puisse être assimilé à une impossibilité en fait d'agir durant la période de suspension des délais. Cela dit, elle précise que ce n'est pas le cas des périodes antérieures au 15 mars 2020 et postérieures au 1er septembre 2020. Laissez-moi vous lire un court extrait de la décision.
Le critère de l'impossibilité d'agir plus tôt présente une importance particulière dans le cadre de la suspension du délai de 6 mois, puisque cette suspension n'a pas pour objet d'encourager une action des parties, mais plutôt de pallier les difficultés que celles-ci peuvent subir en raison de l'urgence sanitaire. Ainsi, bien que dans ce cas-ci, la Cour puisse autoriser l'appel malgré le long délai couru depuis le jugement de première instance, ce n'est que dans la mesure où l'appelant démontre son impossibilité d'agir avant la suspension des délais le 15 mars 2020. Les justiciables ne doivent donc pas tenir pour acquis que la Cour autorisera une demande en vertu de l'article 363 CPC à la simple invocation de l'urgence sanitaire. L'impossibilité d'agir avant le 15 mars 2020 et le cas échéant après le 1er septembre 2020 doit être établie. Bien que l'urgence sanitaire puisse être assimilée à l'impossibilité d'agir durant la suspension s'étalant du 15 mars au 1er septembre 2020, ce n'est pas le cas pour les périodes antérieures et postérieures à ces dates. Ici, la Cour d'appel va conclure que M. Hayward satisfait aux 3 critères de l'article 363 du CPC et va donc accueillir sa demande en prorogation du délai d'appel. Sur le fond, par contre, elle va rejeter l'appel de M. Hayward. Elle affirme que le juge de première instance n'a pas erré en concluant que la preuve n'établissait pas de modification substantielle dans les conditions de détention de M. Hayward et par conséquent, il n'y a pas de privation de la liberté résiduelle. Le juge de première instance n'a pas non plus erré en considérant comme étant fondée la décision des autorités carcérales de transférer M. Hayward. Donc, cette décision-là a été jugée comme étant raisonnable. Que doit-on retenir de l'affaire Hayward? Eh bien, premièrement, l'arrêté 2020-42-51 a suspendu les délais. Ces délais ont recommencé à courir avec l'arrêté 2020-43-03. Durant cette période, les délais ne couraient pas. Par ailleurs, avant le 15 mars 2020 et après le 1er septembre 2020, bien que nous soyons toujours dans un contexte de pandémie, cet argument à lui seul n'est pas suffisant pour justifier une impossibilité en fait d'agir. Le principe qui a été énoncé dans Hayward contre Lalonde a été repris dans quelques décisions, notamment l'affaire Beaulieu contre Agence du revenu du Québec. Dans cette affaire, Mme Beaulieu demande à la Cour du Québec de lui accorder une prorogation du délai d'appel à l'encontre d'une décision sur opposition qui est rendue le 22 août 2019. Les dates importantes sont les suivantes. Premièrement, le 4 octobre 2018, l'Agence du revenu du Québec émet son avis de cotisation. Le 5 décembre 2018, Mme Beaulieu dépose son avis d'opposition dans le délai prescrit. Le 22 août 2019, la Direction des oppositions de Revenu Québec rejette l'avis d'opposition de Mme Beaulieu. Le 22 novembre 2019, le délai d'appel de la décision de la Direction des oppositions expire. Ce n'est que le 19 février 2020 que Mme Beaulieu dépose sa demande introductive d'instance afin d'interjeter appel de la décision de la Direction des oppositions. Le 24 février 2020, l'Agence du revenu signifie une demande en irrecevabilité, alléguant que Madame aurait dû obtenir la permission du tribunal avant de déposer sa demande introductive d'instance. Ce n'est que le 10 juin 2020 que Mme Beaulieu va déposer sa demande en prorogation du délai d'appel. L'article pertinent dans cette affaire-ci, c'est l'article 93.1.13 de la Loi sur l'administration fiscale, qui prévoit que pour qu'une demande en prorogation du délai d'appel soit accueillie, il y a 3 critères qui doivent être satisfaits. Premièrement, il ne doit pas s'être écoulé plus d'1 an depuis la date d'envoi de la décision par la poste. La partie doit démontrer une impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. Ici, c'est les 2 derniers critères qui n'ont pas été respectés par Mme Beaulieu.
En plus, la preuve révèle que Mme Beaulieu sait depuis le 28 novembre 2019 que son délai pour en appeler est expiré. Elle le sait parce qu'il y a un représentant de l'Agence du revenu qui l'a informé de ce fait-là. Pour justifier son inaction, Mme Beaulieu invoque le fait qu'elle a retenu les services d'un administrateur agréé et fiscaliste pour négocier administrativement avec l'Agence du revenu, mais que ce dernier n'a pas pu mener à terme son mandat en raison de ses vacances et par la suite en raison d'un accident de travail. La pandémie est également invoquée pour justifier le dépôt tardif de l'avis d'appel. Dans le cadre de son analyse, la Cour rappelle que l'impossibilité en fait d'agir, c'est une impossibilité qui est relative, c'est-à-dire que c'est une impossibilité qui est jugée selon les circonstances propres à chaque dossier, mais également une impossibilité qui est évaluée par rapport à chaque contribuable. La notion d'impossibilité en fait d'agir va être interprétée de manière beaucoup plus rigide en présence d'une personne qui est éduquée et qui fait preuve de nonchalance dans ses communications avec les professionnels qu'elle a retenus. Se référant à l'affaire Air Canada contre Agence du revenu et l'affaire Islip contre McDonald's, la Cour vient rappeler que l'impossibilité en fait d'agir peut découler de la négligence des mandataires professionnels retenus par le contribuable, mais que cela ne le soustrait pas, ce contribuable, à sa propre obligation de diligence. Dans cette affaire, le mandataire de Mme Beaulieu, le mandataire professionnel, n'est pas venu témoigner. La Cour retient également que Mme Beaulieu, c'est une personne qui est éduquée, puisqu'elle a été notaire dans le passé. Par conséquent, elle ne pouvait pas ignorer que des négociations administratives ne suspendent pas les délais prévus par la loi sur l'administration fiscale. Eu égard à l'impossibilité en fait d'agir découlant de la pandémie, la Cour, se référant à l'affaire Hayward contre Lalonde, mentionne qu'elle ne peut reprocher à Mme Beaulieu son inaction entre le 15 mars 2020 et le 10 juin 2020 en raison de l'arrêté 2020-42-51 qui a suspendu les délais. Par contre, ça n'empêchait pas, en fait, ça n'exonérait pas Madame de son obligation de démontrer son impossibilité en fait d'agir entre le 22 novembre 2019 et le 15 mars 2020, ce que Madame a omis de faire ou a négligé de faire. Donc, en raison de ce qui précède, eh bien, la Cour a rejeté la demande en prorogation du délai d'appel. Au même effet, la décision réseau MRC. Dans cette affaire, les demandeurs présentent une demande pour être relevés du défaut d'avoir inscrit le dossier dans le délai prescrit. Il importe de préciser que le délai pour mettre en état le dossier expire le 28 février 2017. Le 27 novembre 2019, il y a présentation d'un avis de gestion. Dans cet avis de gestion, on allègue tout au plus une stratégie procédurale à être établie. Dans le cadre de la présentation de l'avis de gestion, le juge Larreau mentionne au procureur des demandeurs que l'avis de gestion n'est pas le bon véhicule procédural, qu'une demande pour être relevée du défaut devra être déposée. Or, ce n'est que le 22 juin 2020 que la demande pour être relevée du défaut va être déposée au dossier de la Cour. La Cour affirme qu'il n'y a aucune preuve qui permette d'expliquer le délai de 7 mois entre la présentation de l'avis de gestion le 27 novembre 2019 et la signification des demandes pour être relevées du défaut le 22 juin 2020. Elle ajoute relativement à l'impossibilité d'agir découlant de la pandémie. Certes, la pandémie COVID-19 est venue perturber la vie judiciaire. Cette pandémie a été déclarée le 15 mars 2020. À cette date, un délai de plus de 3 mois et demi s'était écoulé sans qu'aucune action ne soit prise. Pourtant, la stratégie était bien établie le 27 novembre 2019 lorsque les parties se sont présentées devant le juge Larreau. Aucune explication n'a été donnée pour justifier le délai entre le 27 novembre 2019
et le 22 juin 2020. Si on veut donner un sens aux articles 173, 176 et 177 du CPC, il faut conclure que nous avons ici une situation qui justifie le rejet de la demande. Cette décision a été portée en appel et une demande en rejet d'appel a été déposée. Peut-être juste aussi pour revenir à la décision Beaulieu, cette décision-là aussi là, a été portée en appel là, à titre de précision. Passons maintenant à la décision Canada Inc. Brièvement, les demandeurs présentent chacun à la Cour du Québec une demande en prolongation du délai pour mettre en état le dossier et subsidiairement une demande pour être relevée des conséquences du défaut d'avoir inscrit dans le délai prescrit. Ces deux demandes s'inscrivent dans le cadre de deux demandes introductives d'instance qui sont en fait des appels d'avis de cotisation. Dans les deux dossiers, il importe de mentionner qu'il y a déjà eu la présentation d'une demande pour être relevée du défaut et qu'il y a eu aussi présentation de demande en prolongation du délai pour inscrire le dossier. Le dernier délai pour mettre en état le dossier est le 3 août 2017. À cette date, il y a des demandes en prolongation du délai pour mettre en état le dossier qui sont signifiées et ces demandes sont présentables le 20 septembre 2017. Or, le 20 septembre 2017, les demandes sont remises sine die parce que le procureur en demande n'est pas là pour les présenter. Le 22 août 2019, l'Agence du revenu du Québec écrit au procureur des demandeurs en leur mentionnant qu'il va fermer ces dossiers puisqu'il considère que les demandeurs se sont désistés ou sont présumés s'être désistés de leur recours. Le 3 juin 2020, les demandes pour être relevées du défaut sont signifiées. Les demandeurs invoquent un premier argument à l'effet que les demandes en prorogation du délai pour mettre en état le dossier qui ont été signifiées le 3 août 2017 sont toujours pendantes devant la Cour et par conséquent, le délai pour mettre en état le dossier est suspendu indéfiniment depuis le 20 septembre 2017. Sans reprendre l'ensemble de l'argumentaire de la Cour va rejeter cet argument. Elle reconnaît que la signification et la production avant l'expiration du délai de rigueur suspendent ce délai, mais la suspension n'est pas indéfinie. Elle ne vaut que dans la mesure où les demandes en prorogation du délai sont présentées dans un délai qui lui-même est raisonnable. Eu égard aux demandes pour être relevées du défaut, la Cour va examiner la notion d'impossibilité en fait d'agir et va prendre en considération le contexte de la pandémie. Elle mentionne « Il n'y a aucune justification des avocats des demandeurs pour expliquer le délai de 6 mois et 23 jours entre le 22 août 2019 et le 15 mars 2020, date de l'adoption de l'arrêté 2020-42-51 de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice par lequel les délais de procédure civile sont suspendus. » La Cour ajoute que le délai entre le 20 septembre 2017 et le 22 août 2019 demeure également inexpliqué. Considérant ce qui précède, les demandes en prolongation de délai ainsi que les demandes pour être relevées du défaut vont être rejetées. Cette décision a aussi été portée en appel. Enfin, dernière décision, c'est l'affaire Lebrun. Cette décision de la Cour d'appel ajoute aux précédentes en ce que la Cour vient dire que le fait de se placer en confinement volontaire en excluant la période de suspension des délais n'équivaut pas à une impossibilité en fait d'agir. Maintenant, au niveau des décisions des tribunaux administratifs, sans en faire un résumé de ces décisions, mentionnons que le tribunal administratif du logement, dans plusieurs de ces décisions que vous retrouverez à la diapositive 21,
vient mentionner que la pandémie ne constitue pas une impossibilité, en fait, d'agir. La raison en est que le tribunal administratif estime avoir mis toutes les mesures en place pour permettre le dépôt des procédures et pour fournir les services aux justiciables. Certaines des décisions invoquent également qu'il n'y a pas eu de suspension des délais comme ça a été le cas en matière civile. Tout au plus, il y a eu suspension de l'effet de certains jugements par l'arrêté 2020-005. Il y a aussi une décision du tribunal administratif du travail, c'est l'affaire Fini. Cette décision est intéressante parce qu'elle vient dire que la fermeture des entreprises ordonnée par le gouvernement et qui donnait un délai de 24 heures pour y procéder ne constitue pas une impossibilité, en fait, d'agir pour l'employeur. Donc, au vu de ce qui précède, quelles sont les mesures préventives qu'on peut retenir de ces décisions? Eh bien, outre les mesures préventives qui ont été mentionnées par ma collègue Maître Lebrun, il vous faudra être très rigoureux lorsque viendra le moment d'invoquer la pandémie comme impossibilité, en fait, d'agir une fois la suspension des délais levés. Aussi, dans votre demande pour être relevé des conséquences du défaut d'avoir inscrit le dossier, ainsi que dans vos déclarations assermentées, donc celle de votre client et la vôtre s'il s'agit de votre erreur, vous devrez alléguer dans des termes clairs et précis en quoi il y a eu impossibilité, en fait, d'agir avant le 15 mars 2020 et après le 1er septembre 2020, le cas échéant. Autrement formulé, quels sont les motifs qui ont empêché le client de déposer sa procédure dans les délais? Rappelons que la pandémie n'est pas nécessairement, ne constitue pas nécessairement une impossibilité, en fait, d'agir. Le fait de se placer en confinement volontaire en excluant la période de suspension des délais n'est pas non plus une impossibilité, en fait, d'agir. Évidemment, les mêmes conseils s'appliquent en matière de demande de prorogation du délai d'appel ou si vous êtes en défaut de déposer la défense dans les délais. Si la Cour en venait à conclure que votre client n'était pas dans une impossibilité, en fait, d'agir, eh bien, il pourrait perdre son droit d'appel ou perdre le droit de déposer sa défense et même d'interroger les témoins lors du procès. C'est donc ce qui complète le tour d'horizon des principales décisions en matière d'impossibilité, en fait, d'agir et de COVID-19. Donc, nous vous remercions encore une fois de votre attention et nous tenons encore une fois à réitérer nos remerciements à la Fondation du barreau. Donc, à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation très intéressante sur le... Excusez-moi. Donc, on est maintenant rendu à la période de questions. J'aimerais rappeler à l'ensemble des participants que pour poser vos questions, on vous invite à prendre la rubrique questions-réponses en bas de votre écran et de taper votre question en vous identifiant avec votre prénom et nom de famille, ainsi que votre ville. Je vais me faire un plaisir de relayer et lire les questions à nos conférencières avant de commencer. Donc, beaucoup de commentaires positifs, de remerciements et de félicitations, mais pas encore de questions. Donc, on va attendre quelques instants avant de procéder. Pour retenir, le principe à retenir sur l'argument de l'impossibilité, en fait, d'agir et l'argument de la COVID-19, de la pandémie, c'est que la suspension des délais judiciaires en raison de cette pandémie ne justifie pas l'inaction de l'avocat pendant les périodes antérieures et postérieures à la suspension. C'est ça le principe à retenir. Très intéressant. Écoutez, j'ai vu un commentaire d'un de nos participants par rapport à la présentation PowerPoint qui a été faite aujourd'hui. Donc, je vous rappelle effectivement que la présentation sera rendue disponible au début de la semaine prochaine à l'ensemble des participants. Vous pouvez vous l'acheminer par courriel.
Une question de Robert Lord en anglais. Je ne suis pas certaine que vous allez être en mesure de pouvoir répondre. C'est en lien avec Do you have any clarifications regarding payments of commercial rent? Donc, je ne sais pas si par pratique ou domaine de droit, il peut y avoir des variations. Par rapport à l'impossibilité, en fait, d'agir la pandémie, en tout cas, nous, notre révision là, des décisions, il n'y en avait pas en matière de bail commercial. Je sais qu'il y avait par contre des décisions au niveau, je pense, de la force majeure et les baux commerciaux, là, mais pas au niveau là, de impossibilité, en fait, d'agir et COVID-19. Après ça, ben, un peu dans la même la même veine, même continuité. Isabelle Reinhardt qui pose la question, y a-t-il des décisions ou causes en cours touchant les interdictions de se déplacer, les avis de rester à la maison et de ne pas voyager? Là, ça, c'est des mesures gouvernementales. Alors, Ouais. il faut suivre l'évolution de jour en jour parce que ça risque de changer encore, mais je pense que ce n'est pas demain la veille qu'on va retourner à temps plein là, sur les lieux du travail. Là. Je pense que le télétravail va se poursuivre, mais il s'agit de suivre l'évolution de jour en jour là, des mesures gouvernementales à cet effet-là. On a une question de Maître Charles Magnan. Si ton délai pour agir n'est pas expiré avant le 15 mars, pourquoi la Cour regarde-t-elle cette période puisqu'il n'y avait pas d'obligation d'agir à cette époque? Bien, en fait, dans certaines des décisions, ce qu'on constate, c'est que le délai était en fait expiré avant le 15 mars 2020, donc elle n'a pas eu le choix d'examiner aussi cette période-là. Donc, dans certaines décisions, par exemple, Beaulieu, le délai est expiré à partir du 22 novembre 2019. Donc, donc elle regarde l'impossibilité en fait d'agir à compter du 22 novembre 2019 jusqu'au 15 mars 2020, où là, il y a l'arrêté et la suspension des délais commence. Donc c'est pour ça qu'on parle du 15 mars 2020 et qu'on regarde avant cette date-là dans certaines des décisions. Parfait, merci. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions, donc je vais donner encore une minute à l'ensemble de nos participants de rédiger leurs questions en lien avec la présentation très intéressante d'aujourd'hui. Quelque chose me dit que c'était tellement bien et complet que... Mais on est au fonds d'assurance, on n'est pas très loin. Vous pouvez nous écrire. Vous avez nos coordonnées dans le bulletin Préventio qui est envoyé de façon numérique maintenant par courriel à tous les assurés. Alors, gênez-vous pas, on est là pour ça. Oui, dernière question de Steven Summers. Devons-nous ajouter les 170 jours de suspension des délais à tout délai de prescription qui a commencé à courir avant le 15 mars 2020? Bien, je ne sais pas, Guylaine, si tu veux répondre. Je sais qu'on avait écrit enfin un article là, à ce niveau-là sur la computation là, Oui, des délais. oui. On a divers articles qui traitent avec des exemples de dates, justement, qui traitent de cette suspension si elle arrive, en fait, pendant la période de suspension, si le délai est expiré avant le début de la suspension ou pendant la période de suspension. Alors, on a écrit divers articles avec des exemples de dates. Vous avez ça dans la section Maître à droit sur notre site Web. Il y a divers articles. Une dernière question ici de Jean Bernier. Le droit qui résulte d'un jugement se prescrit par 10 ans s'il n'est pas exercé. Les deux, je ne sais pas si c'est une faute de frappe, décriait, peuvent-ils prolonger de 5 mois et demi? Est-ce que ça impacte le délai de 10 ans? Est-ce que ça l'impacte, pardon? Ben, il met le délai de 10 ans, point d'interrogation. Donc, peuvent-ils prolonger de 5 mois et demi également le délai de 10 ans? Je ne pense pas, sous réserve. Là, je ne sais pas ce que tu en penses, Judith, mais
c'est 10 ans pour exercer un jugement, alors pour exécuter un jugement. Alors, je ne pense pas que ça vienne parce que ça donne suffisamment de temps à l'avocat pour exécuter le jugement. Alors, je ne pense pas que ça vienne prolonger le délai de 10 ans ici. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Judith? Mais moi, je pense que dans tous les cas, il ne faut pas attendre la veille de l'expiration pour agir. Fait prenez pas de chance, puis faites comme si le délai de 10 ans, c'est le même, puis qu'il n'y a pas eu de suspension, puis agissez avant pour vous assurer là, que vous allez être dans les délais. Je pense que ça serait la meilleure recommandation ou conseil qu'on pourrait là, vous donner. Pierre, merci. Rajoute, mais je pense que vous venez de répondre. Là. Si un délai d'appel devait expirer 5 jours après la suspension, qu'en est-il? Mais je pense que votre réponse... On ne peut pas traiter de cas par cas ici. Exactement. C'est difficile, il faudrait se pencher, puis ce serait comme donner un avis juridique ou autre, peut-être. Mais on a donné des exemples avec des dates, justement, judiciaires. Là. Allez dans la section Maître à droit sur notre site web du Fonds d'assurance. Vous allez trouver des articles là, avec des dates précises pour vous donner des bons exemples là, pour répondre à ces questions-là. Parfait. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous remercie toutes les deux, ainsi que le Fonds d'assurance pour votre belle présentation aujourd'hui, l'ensemble des presque 300 participants qui sont joints à nous aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver pour notre prochaine webconférence qui aura lieu à la fin du mois de mars sur le système de justice en temps de crise, animé par deux de nos chercheurs de la Fondation. Et ça vous aussi, hein? Merci de l'invitation. Merci, au plaisir. Merci.